BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de finances personnelles. On va répondre à vos questions dans les prochaines minutes, à la fois sur les produits structurés et les cryptos. Et heureusement, j'ai deux personnes avec moi pour faire ce sujet. D'une part, j'ai Enzo Allo. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de cryptopatrimoine.fr. Et puis Amaury Tonquédec, monsieur Crypto est ici. Bonjour Lorraine. Ça va Amaury ? Ça va et vous ? On va tout savoir avec vous deux sur les crypto-monnaies qui seraient à l'assaut des produits structurés. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Vous allez nous rappeler ce que c'est que les produits structurés, cher Enzo, et les cryptos. Quel est le lien et de quoi parle-t-on et pourquoi ça nous concerne, nous, ultimement, investisseurs particuliers ? Eh bien, pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer de manière assez simple ici, rapidement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit structuré ? Alors, pour expliquer ce qu'est un produit structuré, en fait, c'est un ensemble de différents produits financiers. Vous avez généralement une partie obligataire de la dette, qui va constituer une partie du produit structuré, et des produits dérivés dans des produits structurés. Alors ça nous fait une belle jambe de savoir que dans des produits structurés, il y a des produits dérivés. Mais alors qu'est-ce que les produits dérivés ? Là, c'est généralement un peu plus connu. Ce sont tous les contrats, fin de compte, financiers, entre deux parties qui vont s'accorder sur un prix futur. Donc tout simplement, ce sont des options, ce sont des forwards, des calls, des puts, ce sont tout ce genre de produits assez risqués. On est dans un environnement de produits risqués et complexes, je le rappelle. Et donc, un produit structuré, ça va être un mélange, un assemblage de produits dérivés, d'obligations, de dettes et d'un actif sous-jacent. C'est-à-dire qu'on va faire un produit structuré qui va traquer, qui va suivre la performance d'un indice, d'une action, et là, en l'occurrence, d'une crypto pour le coup. Alors justement, d'une crypto ou des cryptos ? De quelle crypto-monnaie parle-t-on ? Est-ce que c'est pas tout sur le Bitcoin là ? Si, alors aujourd'hui, il y a des possibilités de faire des produits structurés sur deux sous-jacents crypto qui sont généralement Bitcoin et Ethereum. Logique par rapport d'un point de vue de liquidité. L'intérêt, ça va être quoi en fait sur ce genre de produits structurés ? On ne fait pas ça pour le plaisir. En fait, ce genre de produits sont vraiment sur mesure et permettent d'avoir un curseur entre le risque et le rendement souhaité. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir bouger mon curseur sur plus je mets de la sécurité dans mon produit structuré, moins je vais avoir de rendement. Forcément, on est toujours sur ce genre de couple risque-rendement. Et plus je vais aller sur des produits risqués, plus je vais pouvoir normalement dégager du rendement. Bon, je vous questionne dès à présent. On le sait, et Amaury documente la vie et l'actualité du Web3 et en particulier des crypto-monnaies au quotidien. On le sait, à l'origine de la création de Bitcoin notamment, c'est cette volonté d'être une offre alternative au système bancaire traditionnel. Là, on a l'impression que d'aller travailler sur des produits dérivés, des produits structurés sur Bitcoin ou sur Ethereum, comme vous nous avez dit, à l'intérieur d'un système bancaire institutionnel traditionnel, c'est très contre-intuitif. Alors, effectivement, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui sont dans l'écosystème crypto, parce que ça montre une professionnalisation de l'écosystème, etc. Il faut déjà savoir que c'est à peu près entre 3 et 4 fois le montant investi dans des dérivés sur Bitcoin que ce qu'il y a comme capitalisation de Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui, c'est à peu près 1000 milliards. C'est à peu près 3000 milliards investis dans des dérivés sur Bitcoin. C'est ce qui explique déjà ces grandes volatilités et ces amplitudes énormes sur Bitcoin lorsqu'on a des décélérations, enfin des dévalorisations de Bitcoin qui s'accélèrent. Ce sont les appels de marge liés à ce type de produit. Et pareil à la hausse. Donc, c'est pour le coup aussi une manière pour les investisseurs traditionnels de pouvoir investir sur Bitcoin sans faire ce qu'on appelle de la ligne directe. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour des investisseurs traditionnels, c'est d'aller sur une plateforme d'échange comme Binance, Kraken ou d'autres acteurs français ou internationaux, d'investir tout seul, sans conseil, parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de professionnels qui s'emparent du sujet. Et en fait, on laisse un petit peu les investisseurs à poil dans la nature sur ce genre de sujet. C'est un peu ça le problème. Donc, pouvoir créer des produits qui sont réglementés avec un code ISIN, qui sont listés sur des plateformes. Vous allez avoir des données, vous allez avoir des émetteurs qui sont des grandes sociétés, des institutionnels bancaires. Ça rassure. Ça permet également, un des avantages des produits structurés, c'est que ça peut être logé dans des contrats d'assurance vie, PEA, compte titre. Aujourd'hui, c'est la manière dont les investisseurs français sont structurés en contrat d'assurance vie majoritairement. Et donc, il y a beaucoup d'encours à les récupérer. On va revenir sur la manière dont on peut loger ces produits. Amaury, qu'est-ce que ça vous inspire ? Justement, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un peu ce qu'Enzo a dit là. C'est que, là, on parle il y a Bitcoin et toutes les autres cryptos. Là, effectivement, on parle plutôt de Bitcoin et éventuellement d'Ethereum aussi.
À la base, c'est des produits technologiques qui sont censés être complètement décentralisés. Donc c'est vrai que ça peut paraître, comme vous l'avez dit Lorraine, un peu contre-intuitif de se dire bon bah finalement la finance traditionnelle s'empare de ces produits-là et en fait quelque chose de plutôt centralisé pour le coup. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces produits-là aillent dans la finance traditionnelle, en tout cas pour l'instant, ça ne nuit pas à ce pourquoi ils ont été créés à la base. C'est-à-dire que ça n'altère pas le fonctionnement de Bitcoin aujourd'hui, le fait qu'il arrive dans la finance traditionnelle. Et ça participe justement, ça permet de le démocratiser, ça permet à plus de gens de s'y exposer et tout simplement même d'être au courant que cet actif-là existe, ça devient un actif à part entière. Et les produits structurés dont parle Enzo, en fait, ils travaillent avec déjà à peu près tous les actifs qui existent. Bitcoin est en train de mûrir et de devenir un actif à part entière, donc ça paraît assez logique que petit à petit la finance traditionnelle s'y intéresse. Et justement, est-ce que c'est les cryptos qui rentrent dans la finance traditionnelle ou est-ce que c'est pas les banques traditionnelles qui s'approprient les cryptos avec ce mécanisme? Ma question est un peu rhétorique, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est un petit peu les deux, mais plus les banques aujourd'hui qui commencent à pénétrer ce secteur, qui s'intéressent à l'infrastructure de manière générale, à la technologie, avec plus ou moins de vitesse d'ailleurs. Certaines ont laissé un petit peu ça, certaines vont plus vite que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est intéressant de pouvoir aller sur des produits structurés pour une banque? Déjà, c'est l'environnement économique. Pendant une dizaine d'années, on a eu des taux à zéro pratiquement, ce qui faisait que ce n'était pas possible vraiment d'avoir des produits structurés avec des cotations, en tout cas des pricing qui semblaient très intéressants, en tout cas sur des parties capital garantie. Un des intérêts des produits structurés, c'est qu'on peut créer des produits qui sont 100% capital garanti à maturité, donc sur 5 ans. Avec des taux à 4% en ce moment, le produit est redevenu sur le devant de la scène. On en a un petit peu parlé dans cette émission. Ouais, voilà. Donc ça permet aujourd'hui de pouvoir proposer des produits 100% capital garanti, tout en étant exposé un petit peu à Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un peu exotique, ça parle à certains investisseurs. On peut encore travailler les cotations pour faire ressortir des choses qui ont plus de sens. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment faire des stratégies sur mesure. On peut protéger son capital, on peut le garantir, on peut faire du détachement de coupons, on peut faire un rappel anticipé. Par exemple, je vois Bitcoin dans 6 mois plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. Je peux faire un produit qui va faire que mon produit sera rappelé dans 6 mois et je toucherai un coupon directement. Alors, c'est toujours du si et du si et du si. Mais voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui, je pense, pour les banques de se dire, bon, ça pourrait être intéressant. Les produits structurés sur des cryptos, c'est pour qui ? C'est pour des investisseurs qui en comprennent les risques déjà premièrement, puisqu'on est sur ce qu'on a de plus, dans tout ce qu'il y a de plus complexe, selon moi, dans la finance réglementée, hors hedge fund, etc. On est vraiment sur une classe d'actifs risqués, sur un sous-jacent risqué. Et donc en fait, c'est-à-dire que d'habitude, on est dans les cryptos, on a déjà toute cette palanquée de risques qu'on a l'habitude d'avoir. Donc j'ai envie de dire, pour un investisseur crypto, se dire que je vais mettre un produit structuré sous-jacent crypto, je me rajoute un risque de crédit, un risque de l'émetteur. Un de plus, j'ai envie de dire, quand on est dans l'écosystème crypto. Pour un investisseur des marchés réglementés qui va aller là-dessus, c'est déjà un peu plus exotique. Et donc là, ça demande peut-être de comprendre un peu plus le sous-jacent, comment est-ce qu'il peut réagir, de bien comprendre surtout le fonctionnement des produits. Les produits structurés, ce sont des produits avec une durée de vie pendant laquelle des événements vont intervenir et vont impacter la vie du produit. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui va être l'impact de ces événements sur le produit. Amaury, rappelez-nous comment aujourd'hui en France, en 2024, on peut investir dans les cryptos. Il y a plein de manières de le faire. La manière la plus classique, on va dire, c'est d'aller sur une plateforme d'échange centralisée. Donc c'est une sorte de banque crypto, entre guillemets, sur une plateforme sur laquelle vous allez déposer de l'argent. Et avec cet argent, vous allez passer des ordres. Ces ordres vont permettre d'acquérir tel ou tel crypto. Alors à noter, quand on a nos cryptos sur des plateformes d'échange centralisées, on ne les possède pas réellement, c'est la plateforme qui les possède, donc c'est un peu comme une banque, c'est-à-dire que vous avez votre argent à la banque, Lorraine, théoriquement c'est votre argent, mais dans les faits c'est plutôt la banque qui possède votre argent. Voilà. Donc en faisant ça, on s'éloigne un petit peu de l'idéologie première de décentralisation des cryptos, mais c'est la manière la plus répandue de le faire. Mais effectivement, comme le disait Enzo, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, et le fait de commencer à proposer des produits structurés sur les cryptos, comme on l'a eu avec les ETF aux États-Unis, permet à des gens qui ne sont pas prêts de s'exposer à ce marché de cette manière-là, d'avoir des cryptos, d'être exposés à ce marché dans leur assurance vie, dans tout un tas de contrats de finances traditionnelles. Et donc, ça permet aux gens de s'y exposer sans passer forcément par ces plateformes crypto. Voilà, parce que le rapport et l'intérêt, ce que vous prêchez un petit peu Enzo, c'est qu'on pourrait du coup
investir dans Bitcoin ou dans Ethereum via son PEA? Alors, sur le papier, c'est possible. En pratique, c'est un petit peu différent. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour vous, Lorraine, durant les 2 dernières semaines. J'ai appelé pas mal de brokers et d'émetteurs pour savoir un petit peu la manière dont ils allaient structurer ces produits. Oui, parce que ça fait 2 semaines qu'on est sur ce sujet, cher. En fait, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en France déjà, en Europe, vous pouvez considérer que vous avez 20-25 émetteurs. Par là, émetteurs, j'entends Société Générale, Banque, BNP Paribas, tous les plus grands émetteurs, mais aussi les plus petits. Aujourd'hui, ceux qui émettent ce genre de papier sont des plus petits émetteurs. Je peux en citer plusieurs, je peux citer Marex, Leontech, etc., qui sont des émetteurs français. La problématique de ces émetteurs, c'est qu'ils sont notés par Standard & Poor's, Fitch, etc., un petit peu moins bien, on va dire, que les gros institutionnels qu'on a. Et que pour être logé dans un contrat d'assurance vie, un produit a besoin que son émetteur soit minimum, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est triple B+, sinon ça doit être triple A-. Et là, pour le coup, aujourd'hui, les sociétés qui émettent ce genre de papier sont notées un petit peu en dessous, la note minimum nécessaire pour que le produit soit logeable dans des contrats d'assurance vie. En revanche, aujourd'hui, il y a des grandes banques qui commencent à émettre des papiers sur des produits 100% capital garanti, avec sous-jacent Bitcoin. La problématique, elle vient directement du métier de l'assureur, qui est franchement différente de celle de la banque. L'assureur, lui, dispose de bien plus de réglementation. C'est la réglementation qui s'appelle Solvability, qui impose des ratios bien plus strictes à l'assureur qu'au banquier. Donc, pour un assureur, se dire j'ai des produits liés à Bitcoin dans mes books, c'est pas la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Parce que moi, je vais devoir garantir à mon client que j'aurai l'argent quand il en aura besoin ou quand il y aura un événement qui va impacter sa vie. Donc, c'est en gros la machine se met en route, on va dire, côté émetteur et côté assureur, qui doivent s'entendre sur quel produit est-ce qu'on est prêt à accepter en termes de risque côté assureur. Et Lorraine, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a une chance ou quelque chose qui pourrait faire changer justement ces notes, qui pourrait les améliorer et du coup permettre à ces assureurs de proposer ces produits-là? Alors pour ces sociétés-là, c'est justement un petit peu cette notation qui fait qu'ils sont sur des papiers un peu exotiques, sur des produits un peu exotiques. C'est leur marque de fabrique en général. C'est leur positionnement par rapport aux gros acteurs qui, eux, ont une notation plus élevée et qui, pour le coup, peuvent travailler avec beaucoup plus de sociétés. Donc je pense que ces sociétés-là aussi ont un coup à jouer en étant un petit peu en dehors. Quelque part, c'est les avantages finalement. C'est ça. Aujourd'hui, si vous allez voir une grande banque et que vous lui demandez de faire un papier sur Bitcoin, ils vous diront non. Que ce soit à côté investment banking, pour du particulier, j'entends, pas pour du professionnel ou du contrepartie éligible, mais ça sera pas possible. Des plus petits émetteurs, oui, parce qu'en fait, ils ont une gouvernance qui est beaucoup plus flexible et ils ont des comités pour pouvoir créer ce genre de nouveaux produits qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus faciles en tout cas à lancer. On est un peu dans la finance-fiction avec vous, Enzo et Amaury, parce qu'évidemment, ces produits structurés et les cryptos, c'est pas fait. Est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a essayé de décortiquer la faisabilité de ce genre de produits. Et le challenge, vous l'avez rappelé, Enzo, c'est de convaincre les assureurs, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se protéger, d'accepter des produits structurés dans leur book. Oui, mais que mettre en face pour... Et oui, il faut des garanties. Et donc, une qualité du sous-jacent, de l'émetteur, etc., etc. Aux États-Unis, ça existe, ces produits structurés sur les cryptos? Ah oui, alors pour le coup, produits structurés, j'ai pas vérifié des codizines particuliers. En tout cas, des produits dérivés, oui. Donc sur le papier, et je pense que pour le coup, les Américains étant bien plus, on va dire, initiés au risque, on va dire, sur les marchés traditionnels, je pense que oui, ça doit pas poser de problème là-bas. Voilà, l'ingénierie financière qui rencontre les cryptos, les banques traditionnelles qui s'approprient aussi les cryptos. On a essayé de déjà dessiner les grandes lignes de ce sujet. Merci Enzo pour votre travail d'investigation en amont de cette interview. Enzo Allo, président de cryptopatrimoine.fr.